Vincent Souchière, c'est le boss des événements LinkedIn décalés. Ce qui lui a valu de passer de 0 à 9000 abonnés en seulement quelques mois et de se faire remarquer par les plus grands influenceurs de la plateforme. Dans cette vidéo, il va nous donner toutes ses méthodes pour devenir une vraie machine de créativité et ne plus jamais être en manque d'idées. C'est-à-dire que je me considère comme un relais, je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous. Mais juste je vois les gens au même niveau et je vois qu'il y a des gens qui peuvent apporter des relais et on peut créer quelque chose ensemble. Il va aussi nous expliquer en quoi consistent ces événements LinkedIn et comment y participer à votre tour pour rencontrer d'autres entrepreneurs dans une ambiance décalée, mais aussi comment sortir du lot sur LinkedIn même quand on part de zéro. Il va nous raconter également comment il a géré les échecs de ces événements qui n'ont pas marché. Ensuite, pendant les questions à la con, à un moment, je lui ai demandé qu'est-ce qui l'empêchait de dormir la nuit et sa réponse m'a pas mal surprise. Je veux pas m'inquiéter. Parce que c'est un frein pour moi, et la peur, c'est si on enlève le U, c'est-à-dire perception erronée de la réalité, donc c'est faux. Ce qui nous a valu une grosse dérive sur un passage un peu plus psychologique. On a parlé de comment gérer ses peurs et ses émotions au quotidien en tant qu'entrepreneur, notamment sa petite recette secrète pour toujours garder le cap, même dans les plus mauvais jours. Et non, c'est pas la drogue. Prêt? The Body. Pour commencer, Vincent, salut, bonjour. Salut. Les événements sur LinkedIn, Vincent, c'est quoi? Je vois plus ça comme des challenges. C'est le fait d'apporter de la créativité à travers quelque chose à la base de ridicule. En fait, ce que j'apporte, et c'est ce que les gens aussi apportent, c'est un univers, en fait un micro-univers. C'est pour ça qu'il y a eu Formula Coquille, les présidentielles, il y a eu aussi la WWE, c'est une espèce de combat de catch. Les challenges, ils sont là pour apporter une nouvelle approche sur LinkedIn et enlever le côté professionnel et apporter d'abord quelque chose de social. Et c'est le fait de rencontrer des gens sous un autre angle, pas se dire lui c'est par exemple Patrick qui fait tout ce qui est analytics, elle c'est Sophie qui bosse sur la partie copywriting. Non, là l'idée c'est vraiment de se dire je connais cette personne à travers quelque chose de décalé, de fun, et ensuite on voit sur le côté professionnel. Du coup, pour les gens qui en ont vraiment jamais entendu parler, à vue d'œil comme ça, genre l'événement entre guillemets le plus populaire que tu as fait, tu saurais me dire à peu près par combien de personnes il a été suivi ou même vu, liké? Celui qui a le mieux marché, je dirais que c'est peut-être les présidentielles. C'est pas évident à dire parce qu'il y a eu 4 posts en même temps dans la matinée. Ouais. Et les 4, ils ont tous eu une assez bonne portée, je dirais 15 000 vues à peu près, entre 10 000 et 15 000 les 4. Et ensuite, le lendemain, je pense qu'il y a eu 20 000 vues sur la finale. Donc celui qui a le mieux marché, c'est celui-ci, le tout cumulé. C'est pas forcément des posts énormes, c'est des posts qui font le tout cumulé, je dirais 60 à 70 000 vues. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça regroupe, tout le monde en entend parler, entre guillemets, enfin, tous les gens très actifs sur LinkedIn en entendent parler, ouais. Parce que tu retrouves, entre guillemets, beaucoup de gros créateurs qui sont connus, qui s'y retrouvent, quoi. Ouais, et alors c'est ça qui est génial aussi sur les challenges, à faire avec parcimonie. Une fois, je pense, tous les 2-3 mois, grand max. Ce qui est bien, c'est de rassembler des gens de tout horizon, de différents domaines d'activité et avec un niveau différent de notoriété. Il y a des gens qui vont débuter, il y en a d'autres qui sont là depuis un certain temps. Et l'idée, c'est vraiment de créer des synergies. Et je pense que c'est ça aussi le plus important dans un réseau social, parce que ça reste un réseau social et ensuite professionnel. Et c'est d'abord de créer des synergies, des relais, parce qu'à mon sens, on est tous des relais, et ensuite d'échanger. Et il y a des gens qui vont pouvoir matcher avec d'autres personnes, et c'est pas parce qu'ils ont regardé la notoriété de la personne, c'est parce qu'ils ont ressenti aussi les mêmes valeurs, les traits d'humour, des choses qu'ils appréciaient chez l'autre. Et je pense qu'on regarde plus des choses qui ne sont pas palpables, c'est un peu bizarre, plutôt que des chiffres et du factuel. Donc il y a d'abord de l'humain et ensuite du factuel. Ouais, si je résume un peu du coup, le gros avantage de ces événements, en plus de se divertir, c'est de dire ça va me permettre de rencontrer des gens de tout horizon et de faire participer, comme tu disais, des gens qui débutent comme des gens qui ont une plus grosse notoriété et de pouvoir enrichir son réseau et pouvoir rencontrer du monde et saisir même peut-être des nouvelles opportunités professionnelles avec un truc qui n'a rien à voir, quoi. Ouais, c'est même saisir complètement des opportunités. L'idée c'est de partir à la rencontre de gens à travers un support, donc les challenges,
de développer sa créativité. On est nouveau sur LinkedIn, on découvre le truc, on n'ose pas interagir. Là, justement, c'est l'opportunité de dévoiler aux gens en fait notre trait d'humour. J'ai été hyper surpris par des gens qui ont participé au présidentiel, des noms qui ont été donnés à chacun de leurs partis, et je me suis dit, mais en fait, je pensais pas ça de cette personne. Et c'est ça aussi les bonnes découvertes. C'est offrir un support et leur dire, ben voilà, faites ce que vous voulez. C'est vous qui enrichissez. Là, il y a le socle, mais c'est vous l'élévation en fait. Parfois, quand on voit ce genre de choses qui est peut-être assez décalé, je pense qu'il faut insister sur le fait que la finalité derrière tout ça, c'est vivre une micro-expérience. C'est pas quelque chose non plus de dingue, hein. Il y a des gens qui font des levées de fonds, il y a des gens qui génèrent des projets. On sauve pas des vies non plus, mais voilà quoi. Voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est une micro-expérience, dure 3-4 jours grand maximum. Le but, c'est vraiment complètement de créer des opportunités potentielles par la suite pour tout le monde en fait. Créer un univers en fait, autour de quelque chose. Et on peut créer un univers autour de plein de trucs. Autour des chaussettes, autour de, je sais pas, des chaussures de rando, autour de la médecine, autour de tout et n'importe quoi. On peut créer une identité à un concept, à quelque chose. Trop cool, super intéressant Vincent. Maintenant, du coup, tu nous as expliqué ce que c'était un peu les événements. Maintenant, on va parler rapidement de toi. Qui c'est qui se cache derrière du coup ces fameux événements? Parce que toi, du coup, c'est pas forcément ton métier non plus de faire ces événements. Donc toi, du coup, Vincent Souchière, ton métier principal, donc tu es freelance en SEO, et également en GTM et en GA4. La partie en effet, c'est SEO, GTM, GA4. Et je travaille beaucoup avec des infographies. Donc j'apporte des contenus pédagogiques sur ces 3 domaines et ça permet de décomplexifier certains aspects de ces compétences-là et de faire remonter à la surface des choses qui peuvent être peut-être profondes ou qui peuvent être peut-être floues auprès de certaines personnes et apporter plus de sens et faire connaître aux gens ces domaines qui peuvent être un peu évasifs au premier abord. Okay. Du coup, je travaille avec un organisme de formation avec qui ça se passe super bien et je travaille aussi avec un collectif de freelance. Donc j'ai fait à peu près 70 infographies dans le SEO. C'est quelque chose qui est sous-exploité, les infographies, et je pense qu'il faut aussi apporter encore plus de choses sur cet aspect-là. C'est aussi la clé vers la création de quelque chose. Tellement sous-exploité dans tous les métiers, et d'ailleurs ça contribue clairement au SEO, à la création de contenu, que ce soit des contenus pédagogiques, comme des contenus fun et décalés, et tout part des infographies à la base. En fait, j'aurais pas pu faire des contenus pédagogiques dans le SEO, dans GTM, dans GA4, ni la gamification de post LinkedIn sans les infographies. Maintenant, explique-moi comment tu es passé de simple freelance SEO à casser le game de LinkedIn, quoi. Ok, alors casser le game, je sais pas, casser la gueule, ça j'en suis plus sûr. En fait, le SEO, ça fait 6 ans que je travaille dans ce domaine-là. Je continue à découvrir encore pas mal de choses, des méthodes un peu plus avancées comme le scrapping ou autre. Et puis j'apprends aussi des nouvelles générations et des anciennes générations. Donc après LinkedIn, je me suis lancé sur LinkedIn sans vraiment connaître. Déjà j'avais une vision erronée de la chose. C'est comme un jeu de société. En fait, quand tu découvres le jeu, tu connais pas vraiment comment faire une partie. Ensuite, tu vois un petit peu comment les gens jouent, tu fais du mimétisme et par la suite, tu développes ton propre style. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur LinkedIn. Et au début, je connaissais pas trop. Et puis après, j'ai commencé à interagir 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai commencé à être un tout petit peu plus visible en commentant. Et c'est ça, en fait, la clé pour tous les gens qui veulent se lancer sur LinkedIn. C'est d'abord, pour développer son propre style de jeu, à mon sens, il faut déjà commenter les autres posts pour 2 raisons. Déjà, ça va, même pour 3 raisons, ça va déjà apporter de la force aux personnes qui créent des contenus. Donc ça c'est top, déjà donner sans attendre en retour. Ensuite, le deuxième point, c'est ça va développer son style de communication. Parce qu'au début, quand on va rédiger un commentaire, ça sera assez robotique. Et puis après, on va parler en mode nature peinture. Un peu comme on fait de la vidéo en fait. Je pense qu'au début... T'es un peu froid et puis après,
au fur et à mesure. Tu peux pas arriver et genre tu peux pas faire un overnight success comme on dit. Et ça, du coup, c'est pas mal que tu soulèves ce point parce que je pense que des fois il y a pas mal de gens qui se comparent sur LinkedIn en se disant putain, lui il est arrivé il y a 2 mois, il a cassé tout, etc. Et ça c'est souvent dans la tête, mais ça n'existe pas en fait les succès du jour au lendemain. Et du coup, ouais, comme tu dis, dans un peu tous les domaines, c'est pareil. Il faut déjà apprendre le pas avant de créer son propre post, c'est déjà d'en commenter un certain nombre, d'être à l'aise avec la plateforme, d'avoir ajouté assez de gens en relation, d'avoir même rencontré des gens, et puis après petit à petit de commencer à faire ces trucs, quoi. Oui. Et le troisième point, c'est aussi le fait de commenter, c'est des posts dans d'autres posts. Donc en fait, ça apporte de ta visibilité. Quand on voit quelqu'un qui commente peut-être 50 posts, si c'est commenté de manière naturelle, authentique et que c'est sincère, ça a du sens. Et c'est aussi comme s'il avait créé 50 mini-posts dans la journée. C'est 3 raisons qui fait que il faut commenter dès le début, avant même de poster. Et ensuite, on va commencer à poster. On se lance dans le grand bain, on poste une fois, on voit les retombées. Et c'est à partir de là où en fait, on démystifie la chose et on se dit bah, c'est pas grave, j'ai fait 10 likes aujourd'hui, demain, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois, j'en ai fait genre 5, le lendemain j'en fais 2400. Et tu te dis ouais mais en fait ça veut rien dire du coup. Et d'ailleurs, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut voir, c'est bien de regarder les likes, les nombres de vues, ok, mais ce qui est hyper important aussi, c'est de regarder le nombre de commentaires. Et je regarde toujours le ratio entre le nombre de likes et le nombre de commentaires. Et du coup, ça ce que tu dis, c'est très juste, et je pense du coup, ça reprend pas mal aussi, ça dépend pas mal aussi de la stratégie que tu as. Si tu fais un post pour qu'il fasse du reach ou si tu fais un post pour qu'il soit plus engageant. Mais du coup, alors pour toi, c'est quoi un post qui a beaucoup de likes et très peu de commentaires? Genre qui a 2000 likes et 200 commentaires, quoi. Pour moi, ça reste quand même un bon post, ça a 2000 likes, 200 commentaires. Par contre, si c'est un truc qui a genre 500 likes et 3 commentaires... C'est que c'est une pub. Oui, déjà. Ou alors, il y a un truc qui... J'ai jamais utilisé ce truc-là. J'en ai entendu parler, les pods, des choses que tu achètes sur LinkedIn pour avoir un peu plus de visibilité. C'est un peu le botox du post LinkedIn, quoi. C'est là pour gonfler quelque chose, mais une fois que tu le relâches, c'est un ballon qui part un peu dans tous les sens. Donc c'est pas forcément les meilleurs posts qui ont le plus de likes, mais c'est ceux qui ont un bon ratio, qui ont du sens et qui permettent de créer du relationnel et de découvrir de nouvelles personnes également à son tour. Ok. Tu as découvert LinkedIn, tu as commencé à commenter et à créer tes premiers posts. Que tu t'es dit direct en arrivant sur LinkedIn, tu as eu cette idée, tu t'es dit bah vas-y je vais créer des événements, ou est-ce que ça a mis un peu plus de temps à... Ouais, ça a mis du temps, il y avait déjà cet état embryonnaire dans le sens où je voyais des interactions possibles, différents types d'interactions. Il y a un like, un bravo, une ampoule, un soutien, un cœur. Déjà ça partait dans un délire avec... on avait imaginé le Etchebest. En fait, la tête de Etchebest en interaction pour donner un peu plus de sérieux au post. C'est donc quelque chose de très décalé. Mais on voyait déjà la possibilité de créer des connexions et aussi de la mécanique de la créativité. De base, tu avais déjà cette créativité un peu décalée en arrivant sur le réseau, en fait. Oui, mais par le biais d'autres personnes. C'est-à-dire que je me considère comme un relais. Je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous. Mais juste, je vois les gens au même niveau et je vois qu'il y a des gens qui peuvent apporter des relais et on peut créer quelque chose ensemble. C'est ce qui, du coup, en fait, rencontrer d'autres personnes et t'imprégner un peu de leur univers, c'est ça qui t'a permis de créer cet environnement un peu décalé. Ouais, c'est ça. Tout a commencé avec les interactions qui ont amené à donc, ce micro-délire de Etchebest qui a ensuite amené à des challenges. Et là, je me posais la question, je me disais, mais comment on pourrait créer quelque chose où les gens jouent avec les interactions? C'est là que j'ai imaginé les courses en fait, d'escargot. Au tout début, c'était juste l'idée de faire une course, mais je ne savais pas quels éléments il y allait avoir dans la course. En gros, donc le cheminement, ça a été quoi? Ça a été les interactions, l'idée de créer quelque chose à travers les interactions, la création du micro-délire de Etchebest, et à partir de là, de creuser sur les courses. Et dans les courses, je voulais ajouter un événement qui était justement les escargots. Et il y a un truc que j'adore particulièrement, c'est mélanger à la fois quelque chose de travaillé, entre guillemets quelque chose de
classe ou de pro avec quelque chose de ridicule. Par exemple, quelqu'un en costard avec des pantoufles, c'est drôle, le match ridicule. parfait. Ouais. Est-ce que tu arrives à m'expliquer du coup, très concrètement, du coup, cet événement Formula Coquille, en quoi ça consistait? Oui. De façon très simple. Ouais, de manière très simple, c'est apporter une nouvelle approche pour favoriser les rencontres professionnelles et apporter des opportunités potentielles. Et comment les gens participaient du coup à cet événement par exemple? Par le biais de votes, les gens qui voient le post sur LinkedIn peuvent reconnaître l'un des 4 participants, peuvent voter pour l'un de ces 4 participants, ou alors peuvent voter en fonction du nom qui a été attribué aux escargots, puisque c'est les participants qui donnent leur nom et donc du coup qui apportent une créativité à leur sens et qui permet de se dévoiler à leur tour. Et du coup, en gros, toi, du coup, par exemple, tu commençais le truc, tu mettais au point 4 participants. Du coup, ça, tu le faisais en interne dans ta liste de contacts, etc. Tu mettais au point 4 participants, ils prenaient des noms d'équipe, etc. Et après, du coup, c'était, entre guillemets, les supporters de ces gens-là qui devaient voter. Et celui qui a plus de votes gagne, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, j'imagine que c'est une très bonne façon d'apporter de la portée à ce post, parce que vu que les gens sont, entre guillemets, obligés de commenter pour participer, le post, du coup, il décolle. Est-ce que du coup je me dis, est-ce que c'est pas du coup le jeu de celui qui a le plus de notoriété qui gagne, vu que c'est le nombre de votes qui gagne? C'est vrai que c'est un très bon exemple pour les présidentielles, en effet ça a été le cas. Ce qui est logique, ce qui a du sens. La 3e édition, je parle en termes d'édition maintenant. Il y a plein d'éditions, et 3e édition, il y a l'édition été. Et du coup pour la 3e édition de Formula Coquille, je suis hyper sérieux dans mon concept quand même. Ouais, t'as raison. C'est pas forcément la personne qui était la plus présente depuis X temps qui a remporté le challenge, mais c'est celle qui a apporté aussi peut-être plus de... Créativité. Ouais, quoi, ils ont tous apporté de la créativité. En fait, il y a la visibilité qui entre en jeu quand il y a trop une distance, je pense, en termes de visibilité. Et si les 4 créateurs de contenu sont assez proches en termes de visibilité, ça va se distinguer par la création de leur post aussi de leur côté. Parce que les gens maintenant, à leur tour, c'est pas quelque chose qui était défini ça, mais les gens, certains créent des posts pour être soutenus. Et ça contribue aussi. C'est là où c'est important de voir qu'il y a des gens qui enrichissent certains univers et c'est génial. Alors du coup, ma question c'est, ok, donc du coup les gens s'inscrivent, donc par exemple il y a 4 participants, les gens commentent, etc. Comment ça se passe? Comment tu fais après pour savoir qui a eu le plus de votes? Est-ce que du coup prends uniquement le post que toi tu as posté et tu reprends tous les commentaires un par un? Comment ça se passe? Est-ce que tu te fais aider pour ça? Un clic sur le nombre d'interactions et je regarde en fonction, j'ai la liste des interactions avec et je fais j'ai pas à calculer, je vois juste les scores en haut. Tu sais, tu peux voir les cœurs, les ampoules, les bravos, les soutiens. Et je regarde. Ah, c'est que les interactions qui comptent, c'est pas les commentaires. Ok. Ouais, je croyais qu'il fallait commenter, je vote pour machin. Ok. Il faut faire 36-15. Il faut m'envoyer un SMS. Ou alors par appel. 3,50 €. C'est ça. Ouais. Bah, marketing, publicité. Enfin, on a dit que c'était pas son métier, mais ça n'empêche pas de faire des petits revenus. Sinon, je le ferais pas. C'est ça. Intérêt. Ok, trop cool, Vincent. J'enchaîne un peu si ça t'embête pas. Je pense qu'on a pas mal compris, mais même moi c'était un concept. Pour te dire, en fait je sais que dans la vidéo on a compris quand moi qui à la base j'ai fait exprès de pas comprendre avant parce que c'est un concept qui m'était un peu flou et là maintenant j'ai compris. Mais en fait avant, là tout de suite j'avais pas compris le concept de Formula Coquille, donc c'est très bien du coup. Parce que moi pour participer à un truc, c'est peut-être moi qui suis très cartésien, mais j'ai besoin de comprendre comment le truc marche, tu vois. Genre c'est pour ça je suis jamais le genre de mec qui participe à des jeux concours et tout, parce que moi tant que j'ai pas, limite c'est les règles du jeu devant moi, je participe pas, tu vois. Ouais. Déjà le mot jeu concours, c'est un truc que je bannis à mon sens, parce que quand j'envoyais des messages à des gens quand je débutais sur LinkedIn, par exemple pour la Champions League LinkedIn, j'avais proposé à des gens et il y a une personne qui m'a dit les jeux concours ça m'intéresse pas. Et les jeux concours c'est un peu le tue-l'amour du marketing. C'est vraiment le terme à bannir. Ou alors dans une boîte quand il y a quelqu'un qui veut dire on va créer un jeu concours. Un jeu concours c'est horrible comme terme. Enfin, pour moi le terme est pas ouf, ouais. Surtout que c'est encore du coup là le concept que tu as mis en place, c'est pas tellement du hasard. Peut-être que c'est parce que les jeux concours c'est du hasard, je sais pas. En fait c'est le terme qui est pas sexy, c'est pas attrayant. Jeu concours. Je préfère à la limite, je préfère challenge plutôt que jeu concours. Même tu vois dans le nom il y a du marketing. Je pense que faut tout brander parce que si
Si c'est pas attrayant, c'est comme si t'arrivais avec 3 cravates au-dessus de toi, tu vois, ça donne pas envie de parler avec quelqu'un comme ça, à mon sens. En fait, à la base, le nom est fait pour être sexy, mais le concept ne l'est pas, quoi. En gros, le jeu, des cagnottes litchi, quoi. Le jeu concours, c'est un truc que j'enlève. Et ça permet d'enlever en même temps la cravate sur le personnage. Oui, carrément. Parce que tu dis jeu concours, on dirait que ça fait le mec. Ou alors, tu sais, ça fait l'influenceur qui fait un jeu concours pour ses abonnés. Enfin bref. C'est un peu Tombola dans une salle des fêtes. La Tombola de LinkedIn, quoi, c'est ça. Ah, c'est un concept. La salle des fêtes. Tu vois, par contre, ce qui est génial, c'est le côté bien travaillé et pro, mais avec le côté très ridicule de fête à la choucroute. C'est ça, ouais. Et le côté. Fête à la choucroute d'une start-up qui fait 100 millions, quoi. Alors, par exemple. C'est ça, voilà, ça j'adore. Ouais, ça c'est rigolo. Alors, du coup, maintenant qu'on a vu un peu ça, on en a discuté déjà un petit peu. Est-ce que, du coup, par rapport à tout ça, toi, tu as lancé ça quand tu venais de te lancer sur LinkedIn, parce que tu as commencé ça très récemment, c'est depuis fin de l'année dernière à peu près que tu me disais. Ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour tous les gens qui débutent sur LinkedIn, qui viennent de commencer, qui osent à peine commenter d'autres posts et qui en sont à la phase de création et qui se disent je sais pas trop quoi faire comme post. Par exemple, je fais du SEO et que je fais X posts, je vais être comme tous les SEO qui font les mêmes posts que moi. Est-ce que tu as des conseils pour être plus créatif et un petit peu sortir du lot et avoir plus d'opportunités, tu vois? Ouais, sortir du lot, ça se travaille, je pense, comme la pertinence. J'essaie de travailler tous les jours la pertinence de mon côté parce qu'il faut rester lucide et il faut se dire ok, il y a encore plein de choses à apprendre et c'est ça qui est génial. Déjà, le premier truc à se dire, c'est que LinkedIn, c'est un jeu de société. Je pense que moi je le vois comme ça, c'est un jeu de société et on va jouer des parties. Il y a des moments où on va réussir ce que l'on entreprend et d'autres moments où on va échouer entre guillemets, mais on va découvrir de nouvelles choses. Dans un jeu de société, il y a des règles. Là, c'est un peu le Jumanji du réseau social, c'est-à-dire qu'on va jouer en découvrant les règles et on va se dire ok, mais c'est quoi alors le process à mettre en place? Déjà, il faut commenter, la première étape à mon sens, liker, interagir, démystifier le truc, mieux comprendre et baigner dedans, créer des liens avec les gens qui sont sur LinkedIn. La clé, c'est pas le réseau en lui-même, c'est les connexions qu'il y a. Le réseau, c'est qu'un pont social, c'est que le support en fait. Et ensuite, publier et développer son style de communication. En fait, tout n'est que développement de style. On va développer son style au niveau de sa photo de profil, de sa bannière, de sa page de profil. Développer son style de commentaire, tu vois, comme le fait de mettre des raps de commentaires ou des trucs comme ça. Puis y avoir des trucs très décalés, des trucs pertinents, des trucs pédagogiques. On va développer son style de post. Et l'idée, c'est de toujours se renouveler. Et il y a des moments où on va échouer parce que c'est en rodage, parce qu'il y a des concepts qui sont encore en rodage. Et ça, c'est aussi les modèles d'apprentissage. C'est le côté inconscient, incompétent. Conscient, incompétent, on prend conscience qu'on est nul, et ça, c'est bon signe. Ensuite, il y a le côté conscient, compétent. On apprend qu'on devient bon et on sait le maîtriser. Et ensuite, c'est le côté inconscient, compétent. On fait des choses de manière totalement fluide, qu'on commence à maîtriser. Et c'est comme si on faisait du vélo sans les mains. Et à chaque fois que tu découvres un nouveau concept, une nouvelle mécanique, une nouvelle compétence, ou autre que tu veux faire évoluer, mais c'est toujours ce cheminement. Donc c'est ok de échouer. Et c'est bon signe d'ailleurs. Ça fait partie du processus. Ok. Donc du coup, si je devais résumer, il n'y a pas de secret. Si tu veux un peu sortir du lot, il faut s'intéresser à ce qui se fait, développer ta connexion avec les gens. Et justement, ce que tu me disais par rapport à ça, c'est que c'est pas le nombre de connexions qu'on a sur LinkedIn qui compte, mais vraiment ce qu'on va en faire, c'est-à-dire notre capacité, par exemple, à aller rencontrer les gens, etc. C'est ça? Alors c'est plus le nombre de connexions et la qualité de ces connexions. Une fois de plus, comme le fait d'avoir le ratio de likes et de commentaires, ou le ratio du TF et du CF dans les backlinks. Et là, c'est aussi le ratio de quantité et de qualité relationnelle que l'on a. Ça ne sert à rien d'avoir 20 000 personnes qui nous suivent s'il n'y en a que 2 qui échangent avec nous. Et là, d'ailleurs, j'avais fait l'erreur aussi de mon côté. Tu vois, j'ai rajouté 5000 personnes sur LinkedIn sur 4 ou 5 ans, mais j'interagissais pas. Je sais même pas pourquoi je faisais ça. Je le faisais parce que peut-être un besoin d'agrandir un réseau, mais un réseau qui était une coquille vide. Là, je suis à 9200 et quelques abonnés. Logiquement, je devrais en avoir 4000. C'est des abonnés qui sont, on va dire, sains, entre guillemets. Ça serait quoi ton 80-20 de LinkedIn pour toi, si tu devais choisir une chose? Je pense que c'est les posts sur Analytics, sur le carrousel d'Analytics.
Parce que là, je parlais de quelque chose qui avait de l'importance d'un point de vue compétences professionnelles, qui m'a apporté le plus de valeur, et les 80-20, je dirais que c'est les postes spécifiques, des postes un peu plus techniques. Il y a moins de visibilité, mais par contre, il y a des échanges qui sont plus, on va dire, profonds techniquement. Je suis trop content que tu dises ça, Vincent. Ça permet de souligner, tu vas me dire ce que tu en penses. Oui. Souvent, je pense, l'erreur de beaucoup de gens sur LinkedIn, c'est de vouloir faire que du reach, ou de eux-mêmes à leur tour juger des gens par rapport au reach qu'ils font. C'est-à-dire que des fois, ils vont pas penser que quelqu'un qui fait 30, 40 ou 50 likes paraît entre guillemets risible par rapport à plein de gros créateurs. Ça te permet de rencontrer des gens, même d'avoir des clients, d'avoir des prospects, etc. Mais en fait, c'est surtout que, comme tu viens de me le dire là, ça dépend entre guillemets comment ton poste est profond. Et un poste profond, ça veut pas dire forcément un poste compliqué, mais à qui est adressé ton poste. C'est justement ça qui est bien, parce qu'en fait, tu vas toucher que des gens qui veulent ce sujet précis, et tu vas pas forcément, j'imagine que tu n'as pas fait des centaines de likes peut-être sur ces genres de posts. J'ai dû en faire peut-être 60. Voilà, mais du coup c'est les posts qui t'ont aidé à rencontrer des gens et à développer le plus ta visibilité, contrairement aux posts où tu as fait du reach, mais cela sert juste à amener des nouvelles personnes. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis l'idée c'est de se dire, quand on poste, faut pas se dire ah ben je vais poster parce que si, parce que ça. Non, je poste parce que ça me tient à cœur à ce moment-là. Par exemple, la cartographie des métiers du web, bon, c'était un gros travail, j'ai mis peut-être 6 heures à faire le truc, mais je l'ai fait parce que ça me tenait à cœur. Je savais pas si j'allais faire 2 likes ou 2500, et pareil pour les posts d'avant. Il y en a qui vont marcher, d'autres non. Est-ce que tu n'aurais pas été un peu deg de faire 2 likes après 6 heures de travail? Non, parce que ça m'aurait toujours servi, parce que je l'aurais utilisé pour des contenus pédagogiques. D'ailleurs, je l'utilise pour des contenus pédagogiques, et à chaque fois que je crée quelque chose, ce truc-là, même 3 mois après, je vais me dire, ah mais en fait il y a des connexions avec d'autres trucs, avec ci, avec ça. Et en fait le fait de passer à l'action sur des projets et de rendre des projets de l'abstrait au concret, ça permet de déclencher de nouvelles opportunités. Et je me dis à chaque fois, est-ce que si je fais ça maintenant, est-ce que je me force, est-ce que par exemple il est 23h, j'ai 3 heures de taf, est-ce que je le fais à fond? Eh ben, le lendemain, si ça se trouve, ça va déclencher en fait un nouveau truc, un nouveau palier. Et je me dis toujours ça, je me dis toujours, est-ce que si je fais ça, ça va apporter quelque chose demain? Et le fait de faire ça, bah, tu te retrouves là à faire une vidéo, alors qu'il y a 6 mois en arrière, j'aurais été incapable de savoir où est-ce que je me trouve à l'heure actuelle. Ouais, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, genre le fait d'avoir des relais un peu. Ouais. C'est vraiment, nous concrètement pour la vidéo, comment ça s'est passé. J'ai fait une autre interview avec PB, ouais. Cœur. Et genre le fait d'avoir fait certaines choses qui m'ont fait faire l'interview avec PB, qui m'a fait discuter avec lui et qui m'a parlé de toi, ça a fait un espèce de relais où il y a 3 semaines, peut-être on se connaissait pas. C'est ça. C'est complètement un modèle, alors je vais utiliser un terme qui fait genre un peu cultivé, mais c'est un terme un peu ethnocentrique. C'est pour équilibrer avec les courses d'escargot, montrer peut-être un côté un peu plus sérieux. Mais le côté ethnocentrique, c'est du coup c'est l'opposé de égocentrique. Égocentrique, c'est tourner vers soi. C'est très bien aussi d'être égocentrique, le besoin d'exister, tout ça. Du moment que c'est pas un ego mal placé, c'est ok. Et c'est normal. Mais il y a le côté aussi ethnocentrique, où là, c'est pour quelque chose de commun, quelque chose de collaboratif, un groupe, un collectif. Et les questions de relais et de combinaison, c'est ce qui va générer des projets, de la créativité. D'ailleurs, c'est les 2 mécaniques qu'on pourra sans doute aborder par la suite. Tu sais, c'est l'heure de quoi, Vincent? Non, du Ricard. Presque. 51. Il est 51? Non. Le Ricard. Non, c'est l'heure des questions à la con. Ok. Rosé. Soirée plage. Avec qui on a bu un coup, c'était Dorit. J'aimerais bien rencontrer aussi pas mal de personnes qui sont à un niveau encore évolué. Par exemple, Caroline Mignot, qui pour moi a une très très bonne communication. Je veux pas m'inquiéter parce que c'est un frein pour moi. Et la peur, c'est si on enlève le U, c'est-à-dire perception erronée de la réalité, donc c'est faux. Et c'est plus un frein, c'est rajouter des grains de sable dans un engrenage. Et j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin que ce soit fluide, que la communication soit simple, efficace, et que les projets, on puisse passer à l'action rapidement. Et la réflexion, 20% et 80% d'action. Parce qu'on parlait des 20-80, moi je le vois plus là-dedans aussi surtout. Il n'y a rien qui t'inquiète, genre? Je veux plus qu'il y ait des choses qui m'inquiètent parce que c'est des freins.
et parce que c'est pas forcément des choses qui sont réelles. Les scénarios catastrophes sont juste là parce qu'on accorde de l'importance, parce qu'on les crée, on les génère et on en fait une réalité. Je crois qu'il y a une citation de Sénèque qui disait on a plus de peur dans nos têtes que dans la réalité. Bien sûr, complètement. Mais alors du coup, j'ai envie de creuser un peu plus. Ouais. C'est difficile de dire, enfin c'est ouf de dire qu'il n'y a rien qui t'inquiète, genre demain tu perds tous tes clients, t'es à zéro, genre tu t'inquiètes pas? À quoi ça servirait en fait? Oui, non, c'est sûr, mais est-ce que instinctivement tu penses que ça t'inquiéterait ou tu réussirais à avoir la tête froide et te dire bon, ça sert à rien que je m'inquiète, je vais juste passer à l'action? J'aurais pas le choix de rester la tête froide parce que je l'ai déjà vécu et parce que du jour au lendemain j'avais pas de salaire. Donc du coup, j'irai au charbon et je retournerai dans la mine, j'irai avec ma pioche et j'irai creuser pour découvrir de nouvelles pépites et bâtir un réseau qui a du sens pour moi. Et même niveau santé, genre... Niveau santé, en fait, il y a 3 ans à peu près de ça, j'ai eu un souci de santé et du coup j'étais épuisé, plus aucune énergie et donc pour l'avoir vécu, je sais maintenant que l'équilibre est hyper important, la gestion de l'énergie, la pensée, les émotions et l'attitude, c'est le cheminement que je vais avoir. C'est dans la loi de l'attraction, oui. La gratitude, tout ça. Et donc maintenant, je suis drivé par un nouveau modèle de pensée, des émotions qui ont du sens et adopter une attitude équilibrée et faire preuve d'assertivité aussi. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui essaye de m'attaquer pour X raisons, le fait d'être capable de se défendre sans attaquer. Et d'ailleurs, tu vois, la position des mains est hyper importante pour moi, parce que quand je sens qu'il y a quelqu'un qui essaye de me déstabiliser, je vais mettre mes mains comme ça, et en fait ça a complètement du sens, parce que ça rejoint mon état d'esprit où je me dis, je suis ancré, il y a des gens qui peuvent venir de toutes parts, et en fait je bouge pas, je suis là, je suis ancré au sol, et c'est le socle. Et le socle pour moi c'est le côté factuel, je pars un peu dans mes délires. Le socle, c'est le côté très factuel, cerveau gauche, et l'élévation, c'est le côté très créatif. Il faut combiner les deux, donc l'équilibre. Et pour répondre à ta question, qui je ne me souviens plus déjà, c'est quoi ce qui m'inquiète le plus? C'est peut-être de faire des digressions. Ça, c'est la chose qui m'inquiète le plus. Moi, je trouve ça ouf. Je vais relancer les caméras. Si on se focalise sur la peur, en fait, notre esprit il se dirige vers ce scénario-là. Ouais. Donc moi, je veux me diriger vers l'envie plutôt que vers la peur. Et on est drivé par deux choses. Soit des choses dont on a peur, soit des choses dont on a envie. Ouais, c'est ça. Genre en gros, de te dire... est-ce que tu veux faire X parce que tu as peur ou est-ce que tu veux faire X parce que tu en as envie? Voilà, c'est ça. Du coup. Ouais. Parce que souvent, les choses que tu veux faire par peur, c'est pas celles que tu en as envie et inversement. C'est ça. Une voiture, par exemple, de flic qui arrive à gauche, tu vas dire « Ouh là là, j'ai pas envie qu'il me contrôle, ouh là là, j'ai pas envie qu'il me contrôle, ouh là, j'ai pas envie que... » Et ton attitude, elle va être très bizarre. Eux vont peut-être le remarquer, ils vont sortir, ils vont te contrôler. Et dans ta tête, tu vas dire « voilà, je l'avais dit, tu vois, j'ai pas de chance. Ah, mais mais moi, j'ai jamais de chance. » Donc c'est cet exemple-là qui fait que on se conditionne dans notre vie, soit par la peur et du coup on attire ça, soit par l'envie et du coup on attire ça. Parle-moi de tes 3 techniques pour générer des idées, ainsi que du coup la cartographie des idées dont tu me parlais tout à l'heure. Ouais. Ok. Du coup, dans la cartographie, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise tous, à mon sens. La première méthode, c'est les relais. C'est-à-dire que les relais peuvent venir de tout part. Par exemple, une idée, ça peut venir d'un commentaire, ça peut venir d'un échange, ça peut venir d'une info que tu n'as pas de ton côté. Tu vas demander des renseignements auprès de quelqu'un et cette personne, elle va t'aiguiller et ça va apporter de nouvelles idées. C'est pour ça que j'ai fait la cartographie où tu vois chacune des idées. Il y a des gens qui ont contribué à ce truc-là. C'est pour ça que je dis souvent « on », même s'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles ont contribué à tous les projets. Ces projets-là, je ne les ai pas faits seuls, en fait. Tu vois, par exemple, pour l'exemple le plus visible, ça a été LinkedIn Map. En fait, LinkedIn Map, je ne l'ai pas fait seul. Il y a Léo qui a beaucoup contribué à ce projet-là, mais aussi il y a plein de gens avant, dans le sens où
au tout début, c'est parti parce que je voulais faire la carte des agences SEO. La carte des agences SEO, j'avais une problématique, c'est que je voulais créer une map. Et du coup, j'ai échangé avec Amine, qui travaille dans la partie référencement naturel local. Sa société, il me semble que c'est Localize. Donc, je fais de la pub en même temps. Pourquoi pas. Et donc, du coup, il m'a aiguillé sur une solution qui s'appelle MyMaps. À partir de là, j'ai rajouté donc la carte des agences SEO sur MyMaps. Ensuite, je me suis dit ça pourrait être intéressant d'utiliser les MyMaps pour les profils LinkedIn pour apporter une solution sur ça. Et à partir de là, j'ai contacté Léo pour lui dire est-ce que ça te plairait justement de contribuer sur LinkedIn Map pour la partie no-code. Donc on a bossé ensemble et tout ça, ça a été un enchaînement. Donc il y a une question de relais, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est le fait de combiner deux idées pour en faire éclore une nouvelle, ou alors deux logiciels pour créer un troisième concept. Et dans tout et n'importe quoi, par exemple, le musée du SEO, pareil, c'est un outil qui a été créé, qui s'appelle Spatial, que Daniel m'a fait connaître. Moi de mon côté j'avais 70 infographies dans le SEO, donc là on peut faire la jointure entre le SEO et Canva pour faire des infographies. D'ailleurs tu vois le terme jointure je l'ai combiné parce que les jointures c'est ce que on appelle ça faire des jointures dans des bases de données. Donc tu vois il y a plein de choses qui sont connectées entre elles, donc ça c'est un système de combinaison. Donc le musée du SEO c'est un embriquement aussi de plein de choses, de plein de personnes, de plein de concepts et de plein d'idées. Donc deuxième méthode les combinaisons, et troisième méthode c'est ce que j'appelle les méthodes inversées, c'est-à-dire que c'est penser en mode inversé. Par exemple, alors là ça combine deux choses, il y a Amandine, le nom de famille il me semble, alors c'est pas Bart, c'est Blard il me semble. Ça me dit quelque chose. Elle travaille dans le SEO, en fait les deux travaillent dans le SEO. Il y a beaucoup trop de gens qui travaillent dans le SEO de toute façon sur LinkedIn. Ouais. Et donc elle avait fait une photo de classe avec des gens, et je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de faire des diplômes aussi. Donc là tu vois il y a une question de relais, parce qu'elle a apporté une idée et ça a créé une nouvelle idée de mon côté. Donc il y a le relais, et ensuite après ce relais là, il y a eu le fait de combiner ce truc là avec les méthodes inversées, c'est-à-dire qu'on offre des diplômes à des gens. Mais à partir de là, il y a aussi eu les CV inversés, c'est-à-dire que sur LinkedIn, avant, on diffusait beaucoup les CV des gens. Et là, je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'on n'a pas de CV de grandes marques. C'est-à-dire que les grandes marques, elles reçoivent leur CV, mais les pauvres peu chers, elles n'ont pas leur CV aussi. Donc du coup, je me suis dit, on va faire le CV de LinkedIn, le CV de YouTube, le CV de Instagram. Donc c'est ça les méthodes inversées, c'est le fait de penser inversé pour avoir un angle différent, une vision différente. Du coup les trois méthodes, pour faire synthétique, c'est les relais, les combinaisons ou les méthodes inversées. Et parfois tu peux lier les trois, ce qui donne un truc qui était inconcevable à la base. Bah ouais, de ouf. Parce que j'ai l'impression que ce que beaucoup de gens ont peur quand ils créent sur LinkedIn, c'est de se dire vas-y je vais reprendre, je sais pas, tu sais, tu vois un post, tu te dis putain ce post il est trop cool, et tu peux te dire ok je vais essayer de l'adapter sans le reprendre mot à mot, hein, pas du tout, mais par exemple te dire je vais essayer de prendre la structure et d'en faire un post, tu vois, dans ma thématique, rien que le fait de changer de thématique ça change le post, tu vois. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens n'osent pas s'inspirer de ce qui existe déjà parce qu'ils ont l'impression de copier les choses, tu vois, alors que grâce à la technique que tu viens de nous donner, de se dire peut-être d'inverser la tendance, d'adapter les choses à nous, et la troisième c'était combinaison relais méthode inversée, voilà, et de faire une combinaison de tout ça, peut-être ça peut les aider à partir d'un poste qui est déjà existant, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile que tu peux pas bosser sur rien. Tu peux pas te mettre devant une feuille blanche et dire je vais créer quelque chose, ça n'existe pas. Tu vas penser à la dernière chose que tu as vue ou quoi. Donc c'est vraiment, et c'est cool que tu aies mis des méthodes, des mots sur ça, parce que c'est vraiment un process qui est super important du coup. Oui, il faut bien faire la différence entre copier et s'inspirer. Il y a des gens qui vont copier mot pour mot, ça c'est pas dingue.
et il y a des gens qui vont s'inspirer, c'est-à-dire qu'ils vont s'inspirer de quelque chose d'existant, mais ils vont le faire évoluer à leur sauce, pour l'apporter dans une nouvelle direction. Et d'ailleurs, il y a un truc qui était hyper important, c'est que tu as utilisé le terme peur, il y a des gens qui ont peur d'eux, et donc là on revient sur cette problématique de est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on a envie? Ah oui, j'ai envie, mais j'ai peur qu'on pense que ceci, que cela, scénario catastrophe. Et c'est là où il faut filtrer ses idées, il faut se dire est-ce que ça a du sens? Peur, on sait que c'est perception erronée de la réalité. On imagine des scénarios catastrophes, ça n'a pas de sens, ça ne fait pas partie de la réalité. On a envie de faire ça parce que peut-être ça peut déclencher des opportunités, mais du coup on passe à l'action et on voit. Et quand on voit, on va avoir peut-être de bonnes surprises et on va s'attendre à des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Donc ça va au-delà de notre imaginaire. Donc voilà. Ce qui est important aussi dans la communication, à mon sens, c'est qu'il y a des gens qui vont être maladroits avec un bon fond, ça c'est ok. Il y a des gens qui vont être adroits avec un mauvais fond, là c'est le piège, donc il faut bien faire la distinction. Après il y a des gens qui vont être adroits avec un bon fond, qui va avoir une bonne communication équilibrée, mais toujours est-il que la maladresse dans la communication, c'est pas grave en soi. Et il y a plein de gens qui sont maladroits dans leur communication, mais qui ont un bon fond, et c'est ça qui est hyper important à déceler, plutôt que des gens qui sont adroits, mais qui ont un mauvais fond, et où il peut y avoir de la manipulation. Et j'accorde assez d'importance, tu vois, sur ça. Moi, je suis assez vigilant en fait sur ça maintenant, où j'observe beaucoup, sans rentrer dans de l'analyse profonde, parce que je suis pas profiler, c'est pas mon métier, mais j'observe, je regarde beaucoup l'attitude des uns des autres. C'est ce qui me permet de voir aussi s'il y a des gens qui vont avoir un côté opportuniste exacerbé, et ou s'il y a des gens qui vont avoir un bon fond, mais peut-être une maladresse. Et là, c'est ok, c'est pas grave, et on a tous à travailler sur ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est passionnant la communication, parce que du moment où tu commences à observer en fait, le non-verbal, et où tu vois l'attitude des uns des autres, tu vois ceux qui sont en confiance, ceux qui sont pas en confiance, ceux qui ont un excès, ceux qui sont équilibrés. Et en fait, tu découvres aussi que chacun travaille à son rythme, et c'est génial, quoi. Ouais, puis d'un autre côté aussi, moi je préfère me dire que je laisse passer ce côté de ma personnalité où je vais être voilà, assez accroché entre guillemets à mes idées, etc. Et au contraire, du coup, moi si j'ai bien appris un truc sur LinkedIn, c'est que, même sur tous les réseaux de communication, c'est que comme tu disais, si tu es trop adroit et si tu as trop la bonne façon de dire dans la bonne forme, du coup tu es trop lisse. Oui. Et en gros, si tu es trop lisse, et je pense que toi aussi tu l'as un petit peu compris, si tu es trop lisse et que tu donnes trop le même discours que tout le monde, au final, tu te démarques jamais vraiment. Oui. Et ok, du coup, il n'y a personne qui va te remettre tes idées en question, mais du coup, il n'y a personne non plus qui va te remarquer. Alors que dans un sens, se faire des ennemis, c'est aussi se faire des amis derrière, entre guillemets, tu vois. Oui. Et tu peux prendre l'exemple, on parlait de Doris tout à l'heure. Doris, c'est quelqu'un qui, dans sa communication, elle est très claire et très affranchie sur ses idées, et il y a énormément de gens qui l'adorent pour ça, et aussi forcément il y a plein de gens qui l'aiment pas pour ça, enfin plein, il y a des gens qui l'aiment pas pour ça, mais il y a 3 fois plus de gens qui l'aiment pour ce qu'elle est, et je pense que du coup dans sa com, c'est important d'affirmer ses idées, pas politique ou quoi, pas besoin de rentrer dans ça, mais c'est très important d'avoir son parti pris et d'y rester accroché, parce que c'est ce qui fait ta personnalité et c'est ce qui fait qu'on te retient aussi. Oui. Alors, je suis complètement d'accord. Le truc, ce qui est important, c'est on peut avoir une prise d'opposition, il faut avoir des prises d'opposition, mais tout en ayant une communication équilibrée. Ce que j'entends par communication équilibrée ou une mauvaise communication, c'est tomber par exemple dans l'agressivité ou autre. Pour moi, c'est pas une bonne communication. Pour moi, faire preuve d'assertivité, maintenir ses positions, défendre son positionnement sans attaquer la personne, ça c'est une prise de position qui est équilibrée à mon sens. On peut ne pas être d'accord et dire non, et garder ses positions sans attaquer la personne. Voilà. Ah ouais, je suis assez d'accord. Forcément, dans tous ces événements que tu as fait sur LinkedIn, oui. Tu as testé, il y a eu plusieurs éditions de plusieurs événements, tu as testé plein de choses. Parle-moi un peu de tes échecs et de tes réussites. Oui. Commence par me dire, c'est quoi les événements qui ont le plus bidé, qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon, et ensuite on parlera des réussites du coup. Ok, y en a un qui a pas forcément hyper bien marché, c'était au début, parce que je testais les mécaniques. Je me souviens très bien de la planche, c'était une espèce de maquette où il y avait un espèce de bateau,
avec des gens dedans, et en fait, il y avait un système de paliers. Je travaillais sur cette mécanique de s'il y a tant de likes, alors on arrive à une certaine destination. Et je trouvais ça intéressant de se dire, si on arrive à une destination, on découvre un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Pourquoi ça n'a pas bien marché? À mon sens, il y a plusieurs raisons. Déjà, une question de notoriété, parce que je commençais à tester des mécaniques, c'était un peu bancal. Deuxième raison, il n'y avait pas le côté challengeant en fait. C'était chacun contre quelque chose, mais il n'y avait pas ce contre quelque chose. Tu vois, il n'y avait pas un ennemi commun. Et puis après, il y avait aussi peut-être le fait que les gens n'avaient pas de temps à consacrer de l'énergie sur ça, parce que chacun a une vie, chacun a des projets. Et ensuite, le quatrième point, il y avait plein de choses. Le quatrième point, c'était aussi que ça pouvait paraître un peu la course au like. Et du coup, c'était pas forcément bien travaillé. Et ça m'a permis aussi de voir ce qui marche pas, et de rester dans un modèle simple efficace. Et de se dire, ok, les trucs simples efficaces, c'est quoi? C'est 2 contre 2, 1 contre 1, où chacun pour sa pomme. Et de ne pas tomber dans d'autres mécaniques. Tu vois, j'ai testé aussi une mécanique qui s'appelle... Tu connais le triangle drama ou pas? Pas trop, non. Ou le triangle Karpman, c'est Oui. voilà, victime, sauveur, bourreau. Et ça, ce truc-là, on peut l'utiliser dans les gamifications de post LinkedIn. Tu vois, une fois de plus, combinaison de 2 trucs. Et donc on pouvait combiner le côté, par exemple, tu peux imaginer un méchant, un chevalier, une princesse. Il y a le côté storytelling. Il faut apporter le côté marketing derrière tout ça. Cette combinaison-là, j'ai pas encore trouvé de mécanique. Donc dès que ça commence à être complexe, je me dis, faut pas entrer dedans. Ouais, c'est une bonne façon de trouver ce qui marche. Au final, du coup, tes échecs, ça a été le meilleur moyen de trouver ce qui plaît ou non, du coup, comme tu disais. Ouais. Mais surtout, du coup, on se rend compte que, encore une fois, ce qui plaît le plus, et surtout dans cette démarche-là des événements LinkedIn, c'est ce qui est le plus simple et ce qui marche le mieux, quoi, en général. Ouais, et apporter un support pédagogique aux gens pour qu'ils puissent exprimer leur créativité, se challenger, rigoler le temps de 10-15 minutes, et après qu'ils retournent dans leur projet de vie. L'idée, c'est pas de s'accaparer toute l'attention, et il faut pas chercher non plus à être le plus vu, parce qu'on sera pas forcément le plus regardé. Comme un spot publicitaire, c'est pas parce qu'on est le plus entendu qu'on sera le plus écouté. Et là aussi, ça a de l'importance de respecter le temps de chacun et d'essayer de trouver de la subtilité, de la pertinence, en disant je propose ça ici. Si c'est pertinent, les gens vont venir. Si c'est pas pertinent, faut pas faire de forcing, faut pas forcer le destin à un moment donné. Je pense que faut apporter, et après, si c'est bien travaillé, si ça a du sens, et si c'est sincère, et si ça apporte quelque chose de bénéfique et de positif auprès des gens, alors il va y avoir une réceptivité. Ouais, parce que du coup, comme tu disais tout à l'heure, après, si les gens vraiment ça les intéresse, comme pour la course d'escargot par exemple, ils vont refaire des posts derrière eux-mêmes de leur plein gré pour dire vote pour mon équipe ou fais des trucs comme ça, machin. Donc après derrière, si du coup ce que tu veux dire c'est que si un événement est bon et qu'il est bien fait, derrière la pub se fait toute seule et t'as pas besoin de faire 15 000 posts à ce sujet, quoi. Ouais, et il faut pas tomber dans cette folie de se dire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il faut se dire ok, ça a marché, on verra dans 2-3 mois, on va lancer dans 2-3 mois une nouvelle édition. En trouvant peut-être un nouvel axe, tu vois, il y a une édition été, ça peut être marrant de changer le décor. Mais garder ce côté léger et travailler sur des supports pédagogiques pour montrer aussi un autre angle de la personne. Tu vois, j'ai pas envie que les gens se disent ah bah oui Vincent, c'est le mec qui fait course d'escargot sur LinkedIn. J'ai envie qu'on se dise Vincent, ah oui il fait ça, ah mais oui mais il fait ça aussi, ah, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et c'est surtout que l'idée c'est aussi de montrer quelque chose de structuré. Et pas que quelque chose de créatif où on part dans tous les sens. Il y a aussi une certaine structure qui sont des contenus fun, donc la gamification, et des contenus pédagogiques avec le SEO, GTM, GA4. Et c'est là où on apporte aussi une crédibilité. Parce qu'on se dit, ok, la personne peut être fun, c'est raccord avec mes valeurs, mon humour, ok très bien, je le connais
à travers le côté humain, est-ce que je le connais à travers les compétences techniques? Tu vois, il y a le côté soft skill et hard skill. Qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple à quelqu'un qui se dit, ça c'est aussi un des mythes de l'entrepreneuriat, c'est tu mets tes process en place et tout, mais du coup il y a des jours où tu n'arrives plus à te guider par quelque chose de concret. Et moi concrètement, plein de fois ça m'est arrivé de me lever le matin et d'être guidé uniquement par mes émotions, de me dire de toute façon j'ai pas envie, je sais pas ce que je fais là, ça je dois le faire mais je sais même pas pourquoi je le... Tu vois, comment tu fais dans les mauvaises périodes pour ne plus être guidé pour réussir à ne pas te faire guider par tes émotions et te guider toujours par quelque chose de concret? Parfait. On est en train de bosser là sur un projet avec quelqu'un qui est sur LinkedIn. Une fois que le projet sera viable, on pourra en parler un peu plus en détail. C'est ok. Mais en gros, en fait, ce que je fais déjà, c'est que je prends du recul pour bien comprendre le contexte. Là, on parle clairement de la gestion des émotions. Donc, d'où l'importance des infographies. Donc, ça permet, les infographies, d'apporter du visuel à ce qu'on ressent et de poser les choses de manière factuelle, de planter le décor. Donc, en Occident, il me semble qu'on a 6 émotions primaires. Bon, il y en a certains qui disent 5, d'autres 6. Bon, moi je dis 6, parce que le chiffre d'ailleurs m'arrange. Mais aussi, surtout, parce qu'il y a le côté, donc dans les émotions, tu vas voir, on va rentrer, on va zoomer, on va dézoomer. On a donc les 6 émotions primaires qui sont la peur, la colère, la tristesse, la joie, la surprise et le dégoût. Quand on rentre en détail dans une de ces émotions, la peur, là, on se dit déjà comment gérer en fait la peur. Donc il y a 3 étapes. D'abord, la première, c'est ressentir l'émotion de la peur, être conscient et mettre un mot sur une émotion. Est-ce que je ressens de la peur? Est-ce que je ressens de la tristesse, du dégoût, de la colère ou autre? Ensuite, une fois qu'on a ressenti cette émotion, c'est la première étape. La deuxième, ça va être accepter en fait cette émotion. Ok, je sais que cette émotion c'est la peur. Oui. Maintenant, je vais la gérer. Là, dans gérer cette émotion, on ouvre encore un autre tiroir. Donc on rentre dans le deuxième niveau. Tu vois, c'est un peu comme du SEO avec l'arborescence. Sauf que là, le site, c'est nous-mêmes. Et donc du coup, dans ce deuxième niveau, on a donc le process pour gérer en fait la peur. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est ok, la peur, c'est quoi? C'est une perception erronée de la réalité. Donc déjà, il faut clairement poser la définition de qu'est-ce que c'est la peur. La peur, c'est pas quelque chose de réel, c'est quelque chose que l'on s'imagine. Donc ça permet de travailler aussi sa lucidité. Plutôt que... Parce que quand on est drivé par une émotion, on n'est pas lucide. Ça, c'est encore un autre débat, lucidité, confiance. Il y a des gens, ils sont pas lucides et ils sont confiants. Ça, c'est un problème. On est tous sujets à ça. Et donc, du coup, être lucide et se dire, c'est pas forcément la réalité. Je sais, je suis conscient que je ressens cette émotion. Ensuite, le deuxième truc, à mon sens, c'est la respiration. Parce que quand tu te concentres sur ta respiration, tu te concentres plus sur ton mental, tu n'es plus drivé sur ton mental. Donc en fait, tu te concentres sur la respiration. Et le troisième truc, là je suis en train de travailler en même temps sur le process, donc je réfléchis à chaud. Mais le troisième truc, c'est est-ce qu'on a la maîtrise ou pas sur ce qui est en train de se passer? Si on a la maîtrise sur une certaine partie, à nous de remplir notre part du contrat. Si on n'a pas la maîtrise, ça sert à quoi en fait d'avoir peur? Ça sert à rien. Si ce n'est que juste se morfondre dans quelque chose. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire? Oui, si on a fait tout ce qu'on avait à faire, qu'on sait que c'est une perception erronée de la réalité et qu'on travaille sur notre respiration et moins dans notre mental, on va faire descendre notre cohésion cardiaque. Après, tu peux changer d'air, tu peux aller te balader, aller au soleil, tout ça pour changer vraiment et être concentré sur d'autres choses et être drivé par des envies plutôt que de la peur. Et voilà. Ok, du coup alors, si ça pourrait être intéressant pour les gens qui nous écoutent, si tu pourrais me resynthétiser en 3 étapes, qu'est-ce que je fais si un jour je me lève et que j'ai pas, toutes mes émotions me guident vers faire autre chose que bosser, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Mettre en place un process qui te correspond. Le process que je dis là, c'est pas forcément quelque chose qui va faire écho chez la personne, mais d'abord, à mon sens, savoir quelle est l'émotion que je ressens, s'informer sur des gens qui ont cette expertise dans ce domaine-là, donc la gestion des émotions. Par exemple, je suis en colère, dans ce cas-là, il faut se dire comment gérer en fait la colère. Et donc, ressentir, être conscient de l'émotion que l'on a, l'accepter et la gérer. Et pour la gérer, mettre en place un process de 3 étapes.
Et c'est ce process de 3 étapes qui doit être ancré au fur et à mesure. Est-ce qu'après on reprend du coup notre travail normal ou est-ce que du coup on divague sur autre chose ça? Du coup dans ces cas-là, selon toi, hein, après c'est pas science exacte mais... Le plus important pour moi, la priorité c'est son environnement en fait interne et du coup une fois qu'on est plus lucide, on peut se concentrer justement sur son business. Mais d'abord, la priorité, c'est son environnement interne, ensuite externe et ensuite le relationnel. Ça, c'est le process que j'ai en place de mon côté. Ouais, genre toi, si un matin, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lever et d'avoir pas du tout envie de bosser ou pour l'instant, c'est pas quelque chose encore qui t'est arrivé? On n'est pas des machines, donc il y a des moments où je vais avoir plus ou moins envie. Après, je me dis, est-ce que j'ai des obligations ? Comment je me sens, si au niveau moral je suis à 6 sur 10 et que j'ai des obligations, je dois quand même remplir ma part du contrat, ça fait partie du contrat, c'est normal, on me donne un travail, je dois le faire. Si je suis à 1 sur 10, que je suis au plus bas et que j'ai un travail à rendre, ça peut être exceptionnel, c'est ok si c'est exceptionnel. Si c'est une fois toutes les semaines, là il y a un gros problème. Mais à mon sens, être dur avec soi c'est bien, mais pas trop. La loi du 80-20, elle est bien aussi, là aussi elle s'applique. Tu vois, 80, ok, on remplit sa part du contrat. Les 20%, il y a peut-être des petites exceptions de temps en temps, il y a peut-être des petits écarts, mais il faut que ça soit vraiment exceptionnel. Vraiment. Et tu vois, c'est pareil, c'était la même chose aussi sur les présidentielles, la Champions League, il y a des trucs, c'était épuisant. On voit pas en fait l'envers du décor, mais je suis rentré en contact avec 30 personnes pour la Champions League de LinkedIn. C'était quelque chose qui était vraiment épuisant, parce que tu contactes des gens, les gens ne te connaissent pas au début. Tu vois qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément réceptifs, tu dois prendre le temps d'expliquer le concept. De ton côté, c'est en rodage aussi, tu ne sais même pas si ça va marcher, si la mécanique va prendre, si les gens vont adhérer, c'est quelque chose de nouveau, donc il faut rassurer, faut aussi se rassurer, il faut se dire ok, non mais ça va le faire, je suis conscient que ça peut marcher, tout ça. Et pareil, là tu vois aussi, c'était épuisant. Mais il y avait aussi une part de contrat où les gens ont pris de leur temps pour te répondre, ils ont accepté de jouer le jeu, à toi aussi de donner aussi en retour. C'est pas genre ah bah là j'ai un petit coup de mou, donc finalement je le décale dans une semaine. Ah non, t'as contacté 30 personnes, t'as fait des planches, t'as fait 6 planches, t'as passé des heures, faut envoyer à un moment donné. Donc remplir sa part du contrat, c'est important, mais pour remplir sa part du contrat, il faut que ta main elle fonctionne pour signer quoi, c'est ça aussi. Carrément, je suis totalement d'accord. Du coup, pour clôturer un peu ça, si on reprend le chapitre de tout à l'heure où on était sur LinkedIn, sur la créativité, etc. La personne qui nous écoute, bon, elle a retenu ce qu'on a dit sur le développement de soi, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'elle devrait retenir selon toi? Quelle approche je peux mettre en place dès aujourd'hui pour tout casser sur LinkedIn, quoi. Ok. Alors, tout casser, je sais pas, mais en tout cas, remporter des parties qui font plaisir, l'approche à avoir, pour moi, c'est comme si c'était un jeu de société. En fait, il faut s'amuser. Et du coup, pour s'amuser, il faut apprendre les règles, faire du mimétisme pour jouer le même jeu que les autres et ensuite développer son propre style de jeu. Donc les 3 étapes, ça serait découvrir les règles du jeu à la Jumanji, jouer en faisant du mimétisme, en se calquant sur des gens qui ont déjà travaillé leur communication, et le 3e point, développer son style de communication, apporter aussi de son authenticité, accepter d'être vulnérable, c'est ça aussi qui fait la grande force, et du coup se dévoiler et montrer qui les gens sont, et s'entourer ensuite et créer des opportunités, puis après c'est sans fin, quoi. Est-ce qu'il y a 3 créateurs de contenu, 3 livres, 3 ce que tu veux que tu me recommandes à consommer pour être un meilleur entrepreneur au quotidien? Par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Ouais, déjà mon mentor, à mon sens, c'est celui qui m'a apporté le plus, donc c'est Bob Proctor. Après, des créateurs de... Il a quoi? Il a un livre? Vraiment, j'ai beaucoup écouté de son côté. J'ai pas envie de m'éparpiller avec d'autres personnes.
Donc en fait j'en ai qu'un seul moi. C'est que lui, et après je veux pas écouter... T'écoutes pas les autres contenus genre? J'écoute, mais il y a des choses parfois qui vont entrer en conflit avec ce qu'il pense. Par exemple, il y en a un de l'US Navy qui lui un gros sportif qui va dire ouais faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et en fait tu vois que il parle pas la même chose. Et du coup, quand tu écoutes les différents... Ça peut porter à confusion, ouais, comme beaucoup malheureusement de contenu sur ces sujets-là. Ok, donc qu'un seul, que Bob Proctor. Ouais, okay. Après, est-ce qu'il y a deux livres, enfin des livres ou quoi? Est-ce que tu es lecteur ou pas trop? Ouais, L'art subtil de s'en foutre. Ouais, très bon livre. Mark Manson, il me semble. Ouais. Après, forcément, les accords Toltec. D'ailleurs, il y en a un 5e d'accords Toltec aussi. Bob Proctor, l'art subtil de s'en foutre et les 4 accords Toltec. Ouais. Allez, chaud, très classique, mais l'art subtil de s'en foutre, même si c'est un best-seller, etc. Moi, de base, je suis un peu contre les modes. Ouais. Enfin, de base, ça me saoule de me dire je vais lire le même livre que tout le monde a lu. Mais celui-là, pour le coup, il te fait vraiment réfléchir et chacun peut l'interpréter un peu comme il veut. Oui. Et je trouve ça pas mal. Merci Vincent. Ouais, merci à on peut te retrouver sur LinkedIn du coup, principalement. Ouais. Si on veut t'envoyer un message, on t'envoie un petit message, un petit cœur. C'est ça. Ouais. Ok. Et allez. puis même un chèque. Même un chèque. Avec plaisir. PayPal. Avec plaisir. Bah, je prends tout. Allez. Je prends les lingots et Bitcoin. Ok. Bon bah ça marche. C'est un peu en chute le Bitcoin en ce moment. Ouais, mais c'est pas grave. Bisous. À plus. Salut. Ciao. Si t'es resté jusqu'au bout, c'est que le contenu t'a plu et je t'en remercie. Maintenant, si tu veux du contenu plus concret et profond sur LinkedIn, l'entrepreneuriat et le pouvoir de la vidéo pour développer son business, je te laisse t'inscrire sur ma newsletter qui est juste en dessous. Tous les lundis, je t'envoie des pépites pour t'aider dans tous ces domaines. Abonne-toi pour ne pas louper le prochain email et je te dis à bientôt.